don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Fait que j'ai pas vraiment d'intro, on commence vraiment straight de même. Là. Donc, tu sais, aujourd'hui, on a Fauve Doucet. Donc, Fauve, on s'est connecté. Tantôt, je disais un terme qui est drôle, là, mais on a linké sur LinkedIn. On s'est connecté sur LinkedIn. Et tout simplement parce que je trouvais ton profil très intéressant. VP Média chez Cossette en 2022. Ça finit en 2022. Et maintenant, le Partage Club depuis 2022. Donc, ça a été quoi cette transition-là? Mais avant d'embarquer là-dedans, explique-moi un petit peu ton parcours, puis je te laisse la place. Super. Ben, merci de m'avoir accueilli à ta balado. Ben, dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui a fait bac communication marketing à l'UQAM. Okay. Je pensais vouloir faire du journalisme. Puis parce que je suis quelqu'un de très curieuse qui n'aime pas la routine. Okay. Puis finalement, j'ai atterri dans un bac en communication marketing. Puis je me suis lancée plus en publicité. Donc, milieu très créatif, très innovant. J'ai adoré. Plus spécifiquement en médias. Puis j'ai gagné plusieurs concours. Ça a été vraiment un endroit pour moi très effervescent, très bonne école. Puis à un moment donné, dans mon parcours, j'ai eu une belle croissance. J'ai eu comme le goût de faire quelque chose comme en lien avec mes valeurs. Donc, j'ai bifurqué dans le monde de l'OBNL. J'ai travaillé à la Factory, qui est l'École des sciences de la créativité. Oui. J'ai vraiment aimé ça aussi. Mais il y a comme un côté que je suis revenue finalement en innovation. Puis, je suis tombée enceinte de 2 fois et j'ai eu 2 bébés à travers ce cheminement-là. Félicitations. Très cool. Maintenant, un petit garçon de 9 ans et 5 ans. Puis, à un moment donné, les valeurs revenaient. Puis, tu sais, j'ai fait des choses extraordinaires. Puis, j'ai été comme un peu en conflit de valeurs, des fois, avec mon industrie. Parce que mon industrie aussi pousse beaucoup à la surconsommation. Pousse beaucoup, en fait, j'ai été dans des drôles d'industries. À un moment donné, on m'a demandé de travailler pour le tabac. On m'a travaillé dans... contre tes valeurs. Les jeux aussi de hasard. Et, tu sais, il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus. Puis à un moment donné, je me suis réconciliée parce que je me suis dit, wow, j'ai le super pouvoir de pouvoir changer des comportements à grande échelle. Fait que je peux convaincre des gens d'acheter beaucoup de chaussures, même s'ils n'en ont pas besoin. Fait que peut-être je peux les convaincre de faire quelque chose qui est for the good of the society. J'aime ça. OK. Donc, ça m'a réconciliée. Puis à un moment donné, ben vraiment, concours de circonstances, j'ai dû faire un arrêt de travail. OK. Je me suis surmenée. J'ai fait, en bon français, un burn-out typique de personnes hyper performantes dans la trentaine. Et dans cet arrêt-là, j'ai pris un cours sur la décroissance soutenable. Oh wow! Est-ce que tu veux expliquer un peu c'est quoi juste le terme, en fait? Oui, la décroissance soutenable, c'est un courant qui est né dans les années 70 en Europe, qui disait qu'au niveau, justement, de l'impact environnemental, il faut, en fait, une des solutions pourrait être de diminuer les salaires des gens. Les gens ont moins de revenus discrétionnaires, donc achètent moins, donc travaillent moins, donc peuvent avoir plus de temps de s'occuper de leur famille et de leur jardin. Donc, c'est systémique que toute la société décroît pour pouvoir justement arrêter de puiser les ressources naturelles. Par contre, est arrivé à ce moment-là le courant du développement durable, de dire qu'on va trouver des technologies pour continuer à croître le PIB et ça va faire en sorte, en fait, qu'on va trouver des solutions. De croître. De continuer de croître, mais de manière responsable. Mais ça. 40 ans plus tard, on se rend compte que ça n'a pas marché. OK, ça a juste... Ben en fait, on est encore dans le champ. En fait, on a continué à croître, mais malgré les technologies durables, on accélère trop puis on utilise trop, en fait, les ressources naturelles. Donc, le mouvement de la décroissance soutenable revient un sujet d'actualité de plus en plus populaire aussi en Amérique du Nord, mais c'est plus en Europe, je te dirais, qui est connu. Donc, ce cours-là qui explique qu'il faut décroître, il faut ralentir tout le monde en termes de société. La mutualisation, mettre en commun les ressources est une des solutions. Et là, moi, j'avais eu un projet de mettre en commun des jouets à l'époque parce que je trouvais ça complètement débile, le nombre de jouets qui rentraient chez nous. Donc, avec ce cours-là, quand on se met à ralentir, on se met à créer aussi. C'est la créativité, on a besoin d'espace mental pour ça. C'est difficile quand on roule 24/7 puis ça lâche pas. Donc, de ça, j'ai commencé à faire une étude de marché, j'ai fait un prototype, puis de fil en aiguille, j'ai fait une campagne de socio-financement, j'ai des anges financiers qui m'ont contacté, j'ai bâti une équipe, donc j'ai créé le Partage Club, qui est une application de partage d'objets entre communautés. C'est ça. Puis comment ça fonctionne concrètement, ce processus-là d'échange de biens?
Dans le fond, c'est une application mobile OK. sur iOS et Android. On la télécharge sur les App Store. Mhm. Puis, dans le fond, on met notre adresse postale et on peut avoir accès à un catalogue d'objets de nos voisins de manière gratuite. Donc, c'est vraiment du partage d'objets. C'est pas de la location. Donc, je peux trouver, il y a plusieurs milliers d'objets. Puis si je ne trouve pas, je peux envoyer une alerte puis dire « j'ai besoin d'eux » et les gens répondent. Wow. Et après 3 mois d'essai gratuit, c'est 60 $ par année. OK. Donc ça, c'est notre modèle pour les particuliers, dans le fond, les citoyens, toi, moi, si on veut s'abonner. Souvent, après un partage, on a rentabilisé notre abonnement parce qu'en moyenne, les partages, c'est une valeur d'objet entre 100 et 150 $. Mais on vend aussi maintenant à des villes qui l'offrent à leurs citoyens, OK. à des promoteurs immobiliers qui l'offrent à leurs locataires, à des universités, des garderies et aussi à des entreprises qui l'offrent à leurs employés pour qu'ils puissent partager entre eux autres. Est-ce que tu as vécu, probablement, mais des enjeux vraiment propres au développement de l'application, mais aussi juste l'application d'échanger des biens là, concrètement entre deux personnes? Donc, on parle ici de défis technologiques ou défis plus technologiques, mais aussi anthropologiques. de défis d'accessibilité, de complications, comment on appelle ça, d'échange de biens là, physiquement là, entre deux personnes, des problématiques d'entente ou comment ça fonctionne. Est-ce que tu as vécu ces enjeux-là, puis comment est-ce que tu as pu trouver une solution? Au début, quand on a lancé l'app, elle tenait avec des épingles. Écoute, du point qu'il y avait des fois des erreurs d'orthographe, puis les gens nous n'étaient même pas supposés être lancés, puis les gens la trouvaient, puis ils nous écrivaient, puis ils étaient comme « Oh, il y a plein d'erreurs! » Puis on était comme « Oh my God! » OK, ouais. Ouais, les gens sont très... Ils sont piqués par rapport à ça. piqués. OK. Puis, tu sais, l'app, des fois, elle crashait. Tu sais, je veux dire, Ouais, mais c'est Facebook comme- crash. Tu sais, je veux dire, comme... C'est normal, là, je veux dire. Mais quand tu es nouvelle en technologie, puis tu es habitué, tu sais, de livrer quelque chose de performant, c'est très insécurisant. Tu sais, tu te dis comme, oh mon Dieu, comment ça? Mais en fait, il y a de quoi de très résilient dans la technologie parce OK. que c'est de l'ingénierie. Puis plus tu avances, plus tu découvres des choses. Puis tu peux pas tout prévoir d'avance parce que c'est Ouais. trop complexe. Fait que plus tu avances, plus tu te rends compte que la donnée, elle passe pas là où il y a un fil que tu as débranché qu'il faut que tu rebranches parce que tu as ajouté Ben des ouais. choses. Donc, c'est vraiment les communications aident beaucoup, de dire on n'est pas parfait, mais on prend votre feedback. Donc, je te dirais qu'au début, il y a eu pas mal de bugs, mais tu sais, nous, on avait fait une campagne de ce sous-financement en juin 2022. OK. Puis on avait promis aux gens qui avaient payé leur abonnement en avance de dire on va la livrer avant Noël. Elle n'était pas prête, mais on a dit c'est une promesse, il faut que cette communauté-là nous suive. Elle a été derrière nous. Donc, on l'a livré, fait que c'est une version bêta. Fait que je te dirais que ça a été un défi, mais maintenant, l'application en roule, puis on est super fiers. Technologiquement parlant, c'est stable, c'est fonctionnel, Ouais. puis accessible. Vous êtes à combien de users en ce moment actifs? On est rendu 10 000 users Hey, wow, félicitations! partout au Québec. Partout au Québec. Ouais. Là, on commence Ok. à avoir des gens en Californie, en France. Ah, puis- ouais! Mais tu sais, That's nice. c'est pas encore densifié, donc on met pas beaucoup d'efforts là-dessus, mais tu sais, on vise pour Q2 cette année, donc avril-mai, on veut commencer à développer soit la côte est américaine ou la Colombie-Britannique. C'est vraiment... Est-ce que tu dirais que c'est un modèle d'affaires qui est plus facile à scaler, que ce soit au Canada ou aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des réglementations qui sont différentes aussi dans différents pays, différentes provinces? Il n'y a aucune réglementation en lien avec le partage. OK. La seule réglementation va être au niveau des assurances. Donc, on est en train de travailler pour le volet assurance. Ouais. Parce que beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce qui arrive si mon objet brise? Qu'est-ce qui arrive si mon objet ne revient pas? C'est ça, exact. C'est tout le temps la grande question, mais quand on a fait notre étude de marché, on s'est rendu compte que c'était pas un frein. C'est que oui, pour certaines personnes, ça allait être un frein, mais pour la majorité, on pouvait valider des choses avant, en fait, de mettre... Ça, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer en technologie ou n'importe quoi, toujours être en mode validation. Quelle est la prochaine étape pour valider mon modèle, mettre une brique après l'autre, puis d'y aller avec ce qui est le plus important au départ pour que ça fonctionne. Ouais. Fait que là, on sait que les assurances, ça va être important. Fait que ça, le modèle assurance, ça va être au niveau légal, il va y avoir comme des petites particularités selon les États ou selon les pays. C'est très cool. Puis écoute, j'aimerais juste revenir un petit peu dans le passé. Ouais. Présentement, tu es rendu à quel âge? Je suis rendue à 36. C'est drôle parce qu'à un moment donné, tu sais plus, genre, même ma mère, des fois, m'appelle, puis elle est comme, fauve, t'as moins d'années que ça. Je suis comme, oh ouais, tu te redonnes des années. 36 ans. Puis j'aimerais avoir ton opinion sur ton parcours scolaire. Est-ce que tu as toujours été une femme studieuse qui était bonne à l'école, tout simplement, là? Qui était passionnée par ça? Ouais, c'est drôle parce que quand j'étais jeune au primaire, Mhm. j'étais comme très average.
OK. Puis je jouais beaucoup avec mes amis au parc, puis c'était comme, pour moi, c'était le plaisir avant tout. Et là, mes parents ont déménagé dans le nord à Saint-Sauveur. OK. Et j'étais dans une belle grande maison, mais comme vraiment loin des autres maisons. Puis j'avais pas d'auto. Donc, je me suis mis à comme étudier parce que j'avais juste ça à faire. Donc, mes notes ont vraiment augmenté à ce moment-là. Puis moi, je me suis valorisée aussi à travers ça. Fait que je suis devenue studieuse. Ouais. Puis, tu sais, au cégep, j'étais rendue... Puis là, comme je suis tombée dans tout ce qui était psychologie. Puis genre, j'ai aimé la matière. Ouais. J'étais la fille qui s'assoyait en avant, qui disait aux autres comme... C'est vraiment intéressant. Ouais. Tu sais, comme si t'aimes pas ça, fais juste comme sortir parce que moi, genre, j'adore ce que j'écoute. Donc, j'ai tombé, en fait, dans des matières qui me passionnaient beaucoup. Okay. J'aurais pu faire, tu sais, chimie, physique, parce que j'avais des bonnes notes. Mais honnêtement, moi, ce qui m'intéressait, c'était tout le côté psychologie, sciences humaines, communication. Donc, fait que j'ai vraiment aimé apprendre. Puis encore aujourd'hui, j'adore apprendre. Voilà. Puis au cégep, c'était quoi ton programme, tout simplement? T'étais en... Sciences humaines. OK, vraiment classique sciences humaines avec maths, sans maths? Je pense que j'ai fait les maths juste pour me baquer, mais honnêtement... Puis tu sais, j'étais comme... Tout le monde me disait, pourquoi tu vas pas dans sciences naturelles, puis tu pourrais faire ci. Mais honnêtement, moi, je suis une curieuse, je suis dans la réalité humaine, le contact humain, donc j'ai été par ce qui me faisait triper. Bien, je pense qu'en sortant de secondaire, surtout, c'est la plupart des jeunes qui savent pas, mais qui veulent découvrir, vont aller dans ce programme-là, puis qui vont découvrir des passions par la suite. Est-ce que c'était le cas pour toi ou c'était vraiment, je veux ce programme-là absolument, puis après à l'université, on verra? Tu sais, je savais pas trop ce que je voulais faire, puis comme mes parents me disaient, tu serais bonne en communication, puis tu sais, j'avais exploré des choses, puis j'étais comme, je pataugeais. Je pense que, tu sais, j'ai fait des stages. Je pense que, tu sais, je donnerais comme conseil aux gens de essayer le plus possible de faire des expériences de travail, de stage, d'être sur le terrain, parce que des fois, tu étudies pendant 2-3 ans, puis tu te rends compte que la job, exemple, infirmière, docteur. Un docteur passe pas beaucoup de temps sur le terrain avec les patients. Il va l'être un peu, mais remplit beaucoup de dossiers, beaucoup d'analyses, tandis que les infirmières ou les infirmiers sont beaucoup plus dans le contact humain. Fait qu'il y avait quelqu'un que j'ai rencontré qui était comme, moi, je voulais être docteur. Finalement, je me suis rendu compte que de docteur, c'était plus dans l'analyse, c'était plus administratif puis tout ça. Fait que moi, dans le fond, je suis devenue infirmière parce que c'était plus ça qui me fait triper. Fait que quand tu le vis pas, tu le sais pas. Fait que d'être sur le terrain puis de réaliser c'est quoi vraiment le métier, ça peut vraiment aider. 100%. Ouais. Mais c'est un bon conseil. D'habitude, c'est justement une question que je te pose à la fin de l'entrevue, mais on va pouvoir... c'est très cool. On va faire du editing. Bon, on va rapper ça. Non, mais... Puis, toi, tu disais que tu as toujours été passionné par le comportement humain, par l'humain en général. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est parce qu'en découvrant l'humain, tu découvres qui t'es toi. Puis, t'arrives à mieux te comprendre, puis d'intellectualiser des choses que des fois tu ressens, mais tu comprends pas. Fait que, tu sais, comme là, en ce moment, je suis tombée dans l'intuition, le leadership intuitif. Puis, tout le monde connaît l'intuition. Oui, mais le leadership intuitif? Oui. Bien, qu'est-ce que c'est pour toi, l'intuition? C'est quelque chose qui est intuitif. Par exemple, une application, je rentre la première fois sur une application, si je suis capable de naviguer facilement sans me casse-tête, ça, c'est intuitif pour moi, puis je vais avoir plus tendance à vouloir l'utiliser. Pour moi, c'est ça la définition, mais pour toi? Bien là, j'ai fait une formation en leadership intuitif. Puis, ce que j'ai découvert, c'est que l'intuition, c'est l'intelligence du cœur. Il y a l'intelligence de la tête, il y a l'intelligence du cœur, puis l'intelligence du ventre. Puis, tu sais, quand on dit mon gut feeling, tu sais, on le dit dans notre langage, mais on l'a perdu à travers le temps parce qu'on l'avait avant ces connaissances-là. Puis, c'est une intelligence, en fait, qui ne peut pas être cartésienne et rationnelle. Et ça a été prouvé, en fait, qu'on a 2 autres cerveaux. Qui, mettons, on a les neurones ici. Au niveau du cœur, on a des neurites. Puis ici, on a des ganglions de base qui sont basés sur la mémoire. Fait que ton cœur a vécu des choses dans le passé avec des relations humaines qui se souviennent. Fait que des fois, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas, mais tu files pas la personne. Puis tu es comme, je suis pas bien. Ton cœur se souvient d'expériences passées et t'envoie un message. Souvent, on les écoute pas parce qu'on veut rationaliser. Fait que de comprendre, parce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur les champs électromagnétiques, les énergies des gens, et c'est scientifique, c'est de dire comme, OK, mais quand tu prends connaissance de ça, après, quand tu ressens un frisson ou une chaleur dans ton corps, bien là, c'est quasiment proche de la sorcellerie. Là. Moi, je suis comme, tu comprends des choses de l'humain
que tu ressens, mais tu n'avais pas compris. Fait que pour moi, tout ce qui est l'intelligence humaine, de comprendre ça, ça t'aide à mieux vivre dans ton quotidien aussi. Fait que autant que c'est utile au niveau du travail, autant que c'est utile du côté personnel. Je sais pas si tu me suis toujours. Je pense, j'essaie de résumer ça. Dans le fond, ça serait de comprendre son gut feeling, de le traduire un peu. Oui, comprendre ton gut feeling. Mais là, tu sais, je parle de ça, mais la psychologie, par exemple, qui est peut-être quelque chose de plus accessible. Tu sais, la psychologie du consommateur, la psychologie en vente. Non seulement ça t'aide au niveau, fait que c'est encore dans la relation humaine, ben ça te permet dans ton travail, mais ça te permet aussi de comprendre que quand ton chum, il te parle, qu'est-ce qu'il veut te dire, ben tu comprends des choses parce que tu as des choses que tu as appris d'un point de vue professionnel que tu peux appliquer dans la vie personnelle. Donc, moi, ça me parle beaucoup. Ça me permet d'être une humaine plus complète. Donc, voilà. Meilleure humaine. Aider les autres, comprendre tes... Fait que la psychologie, depuis que tu es tout jeune, ça a été aussi un sujet qui te passionnait. Est-ce que, au niveau parental, ça ressemblait à ça? C'était quoi un petit peu la réalité aussi professionnelle de tes parents? Ça ressemblait à quoi? C'est drôle parce que avant de rentrer dans ce que mes parents font dans la vie, mais mes parents m'ont fortement déconseillé d'aller en psychologie parce que mon père était comme... écouter les problèmes de quelqu'un à longueur de journée, ça va pas être une vie, ça, ma fille. Tu sais, ça va être vraiment... Mais, me déconseille de dire c'est difficile, c'est drainant, c'est négatif. Donc, moi, tout de suite, dans ma tête, j'ai fait comme, OK, la psychologie, être psychologue ne sera pas une option. OK. Puis c'est drôle parce que c'est rentré comme ça, mais j'ai quand même touché à la psychologie. Mais mes parents, c'est des entrepreneurs. OK. Intéressant. Oui, mes parents, c'est des entrepreneurs. Ils ont parti une compagnie d'acier quand j'étais jeune. OK. Puis le rêve de mon père, c'était de partir un club de golf. Donc, mes parents ont parti 2 clubs de golf, ont été très... des entrepreneurs à succès dans ce milieu-là. Très cool. Ils m'ont déjà offert l'opportunité de reprendre le club de golf. Puis, ça n'a pas été un intérêt pour toi? Ben, je voulais pas être la fille de. Tu voulais partir ton propre projet. Je pense, j'avais des choses à prouver. Right, je comprends. Comme, admettons, des enfants d'artistes, c'est très difficile d'être le fils ou la fille de. Tu sais, tu veux pas que ton succès soit lié à tes parents. Tu veux toi-même te prouver à toi que tu es capable. Olivier Primo, c'est le meilleur exemple. Là. Ouais. C'est ça, il est comme dans le voile de son papa parce que tout le monde, à chaque fois qu'il y a un succès qu'il a accompli par lui-même, mais on sait bien, ton papa t'a aidé, tu sais. Fait que tout ce que tu vas réussir à accomplir, tu vas avoir toujours la perception des gens. Il y a quelqu'un qui t'a aidé. C'est à cause de ça, mais c'est pas vrai, là. C'est peut-être qu'il t'a aidé initialement, mais tout ce qu'il a bâti par la suite, c'est grâce à lui, là. Fait que bref. Puis on espère avoir aidé de nos parents, tout le monde. Tu sais, je veux dire, moi, je suis parent, je veux aider mes enfants aussi. On est tous avec le fait aussi qu'on a un bagage, puis c'est comme, faut être fier de ça, mais je comprends, tu sais, en tout cas, bref. Donc, fait que des parents entrepreneurs, est-ce que toi, tu voulais vivre parce que tu l'as vécu? Mes parents sont entrepreneurs aussi. Ma mère est courtière immobilière, mon père est inspecteur bâtiment. Ma mère a toujours été très travaillante, les soirs de semaine, les fins de semaine, tout le temps. Puis je me suis dit, je veux jamais être courtier immobilier. C'est jamais parce que je veux avoir une équipe de vie, puis je voyais ça, puis c'était comme un non-sens pour moi, right? Ouais. Mais finalement, je me suis retrouvé à partir de mon entreprise, puis être bien là-dedans, puis d'avoir une certaine équilibre aussi de vie. Est-ce que toi, tu étais justement biaisé par ça, à savoir, je suis peut-être mieux comme être employé plutôt qu'être entrepreneur? J'ai toujours eu beaucoup de leadership. Tu sais, j'allais vendre des palettes de chocolat, puis j'étais excitée d'aller vendre des palettes de chocolat, puis faire le porte-à-porte jusqu'à genre 8 heures le soir. Puis tu sais, je faisais mes ventes de garage, je faisais mes colliers. J'adorais ça, tu sais. Fait que j'avais comme beaucoup de leadership déjà très jeune. Très cool. Petite, je me souviens, au club de golf d'ailleurs, des fois, je prenais le micro, puis je racontais des histoires de Disney, tu sais, devant tout le monde. Puis j'étais comme, moi, un jour, je vais être reconnue. Tu sais, je voulais comme avoir de la reconnaissance des gens, puis tout ça. Très cool. Puis quand j'étais dans des entreprises, j'étais très intrapreneur. Tu sais, j'étais comme... fallait me donner de la corde puis me laisser entreprendre dans l'entreprise. Ouais, des projets. Puis je prenais à cœur l'entreprise comme si c'était ma business. Tu sais, j'étais hard worker puis tout ça. Fait que j'ai toujours senti qu'un jour, je partirais peut-être mon projet. Okay. Mais j'étais dans des entreprises qui me laissaient aussi beaucoup d'espace. Fait qu'à un moment donné, j'avais pas nécessairement le besoin de partir mon projet. Okay. Puis c'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que j'ai parti mon projet. J'étais à la croisée des chemins parce que j'ai eu un arrêt de santé. Puis c'est drôle parce que avant de faire ma décision de me lancer, parce que c'est quand même stressant, surtout que moi, j'étais blessée, j'étais malade, puis j'ai dit comme je saute en plus. En plus de sauter. Oui, puis je sais pas toi quand tu as fait le shift ou ça s'est juste fait après les études, mais moi, avant de prendre cette décision-là, j'avais des gens autour de moi que je connaissais pas si proches, c'était pas des amis nécessairement, des connaissances, qui eux autres avaient fait un shift.
sais, c'était pas, mettons, Ouais. je suis avocat puis je pars à mon bureau d'avocat. C'était vraiment comme, je suis avocat puis je quitte le bureau d'avocat puis j'ouvre un restaurant. Ou, tu sais, genre, tu sais, Ouais. ils ont parti leur business. Ouais, ouais. J'étais allée les voir puis j'ai dit, je fais mon petit pèlerinage puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné le guts de partir? Right. Puis c'était toutes pas des gens confortables, en fait. Il est arrivé soit un décès, soit une maladie, Ok. soit une séparation. Il est arrivé un moment charnière que c'était comme à la croisée des chemins. Il n'y avait plus rien à perdre, puis ils ont sauté. Une situation externe, finalement, qui a comme forcé la chose. Ouais. Wow. Fait que, en tout cas, je serais curieuse dans les parcours entrepreneurial des gens, tu sais, qui avaient une job stable. Ouais. Ils avaient tout ça en commun. Puis j'étais comme, OK, moi aussi, c'est mon histoire. Right. Parce que je pense que quand tu es confortable, de quitter quelque chose de confortable pour se lancer, là, puis faire vraiment comme, OK, je lâche puis je go, ça prend beaucoup de courage. Fait que moi, c'était pas du courage, c'était juste comme, j'étais rendue là. Ben, je pense, c'est ça, pour faire ce step-là, puis beaucoup d'entrepreneurs vont hésiter à savoir est-ce que je me lance à temps plein dans mon nouvelle entreprise, projet qui a plus de chances de pas fonctionner que de fonctionner. Quand tu as une bonne job qui te permet de payer tes factures, tu sais, c'est différentes situations parce que pour ma part, mon seul vrai travail que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé chez McDonald's pendant 1 an et demi, puis j'en parlais avec Laurie tantôt dans la voiture, mais après, je me suis lancé dans une entreprise d'impression. J'étais au cégep, je suis rendu à l'université, et là, j'étais en marketing depuis 2 ans. Puis là, ça a vraiment explosé, tu sais, mais parce que là, je suis dans ma palette, puis j'adore ce que je fais everyday. Mais t'as jamais travaillé pour quelqu'un vraiment à part chez J'ai jamais McDo? eu une job corporate de 9 to 5 Ouais. classique, right? Fait que j'ai jamais vécu ça, puis j'ai pas l'intérêt non plus de vivre ça. Parce que j'ai vraiment goûté à l'entrepreneuriat, puis la liberté est là. Tu sais, c'est trop le fun pour ne pas le faire. Puis oui, on travaille des heures qui incalculables, tu sais, mais moi, je le vois pas comme du travail, puis toi non plus, j'imagine, ça doit pas être cette vision-là. Je me rappelle plus de la question, mais... Fait que... c'est ça, je me souviens plus. Ben, on peut parlait jaser d'autres choses. Non, mais... Tu sais, c'est de voir un peu... Je pense que les gens, faut qu'ils voient un peu leur situation. Tu sais, les gens qui écoutent le podcast, comme je te disais, c'est des jeunes. Des jeunes qui sont en majeure partie encore chez leurs parents. Ouais. Ils ont peu de responsabilités financières. C'est le Ouais. bon moment pour essayer des affaires. Ouais. Pars ton entreprise, va dans une entreprise, va travailler en tant qu'employé, suis un entrepreneur, whatever. Apprendre de cette personne-là, puis développe tes capacités. Tu sais. Parce que si tu fais juste suivre peut-être le modèle classique de l'éducation, de faire ton cégep, faire ton bac et tout ça, mais que tu n'as pas vécu d'autres expériences, tu n'es pas impliqué au cégep dans des groupes, etc., ça peut être difficile de trouver, ben OK, j'ai fait mon parcours, mais là, je sais pas quelle carrière que je veux faire, même si j'ai les diplômes pour backer ça. Fait que c'est quoi ton opinion là-dessus? Ça ressemble à quoi? Tu sais, le parcours scolaire versus le concret d'apprendre sur le chantier. Moi, comment je l'ai vu, Ouais. d'un parcours scolaire avant qu'on lance, admettons, travailler pour une entreprise ou travailler pour soi puis se lancer en entrepreneuriat, ce que je proposerais aux gens, c'est comme de prendre des cours de ce qui les intéresse puis pas prendre des cours déjà toutes faites, toutes tracées, parce que c'est super intéressant quelqu'un qui fait de l'anthropologie puis des sciences ou mixer, genre, la créativité avec le droit. Tu sais, parce que c'est ça qui fait que quand on arrive sur le marché du travail, t'as ta patte, puis t'as une touche, puis tu vois les choses différemment que les autres experts. Fait que ça, c'est ma première... Fait que de pas prendre le chemin tracé, admettons, admin, faire un bac en admin, puis aller prendre... Non, va faire un cours qui te fait triper, tu sais, puis tu peux avoir un tronc, mais comme, va chercher tes couleurs. Tu sais, divague du chemin le plus tracé. Ouais. Right? Parce que ça va t'amener vraiment un edge sur le marché. Puis l'autre chose, c'est que toi, t'es comme parti en entrepreneur. Ouais. Moi, on dirait je la savais que j'étais entrepreneur, mais je me suis dit, va chercher un max de compétences. Tu sais, je m'étais dit comme, va apprendre des meilleurs. Puis on m'avait dit, tu sais, travailler en agence, c'est 100 000 à l'heure, mais c'est comme McDo. T'apprends, c'est la meilleure école. T'apprends le service à la clientèle, t'apprends à te structurer, t'apprends la gestion de projet, t'apprends à gérer des gros budgets. J'ai appris, genre, la politique, j'ai appris plein de choses, gérer du monde, puis tout ça. Puis c'est comme, tu sais, ils investissent beaucoup en toi. Fait que c'est sûr que moi, quand je suis arrivée, puis j'ai parti mon entreprise, je savais comment monter un plan d'affaires, je savais comment vendre, je savais comme... Puis j'avais un réseau de débiles. Ah ouais, parce ça, c'est clair. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai lancé ma campagne de ce sous-financement, même, tu sais, mes coachs étaient comme... OK, mais c'est malade, comment les gens... Parce que, tu sais, dans mon industrie, j'étais reconnue, j'avais comme un following d'un point de vue professionnel. Beaucoup de gens m'ont soutenue là-dedans. Fait que puis je savais comment aller chercher, tu sais, les bons contacts. Donc, j'avais une crédibilité déjà professionnelle, mais il a fallu que je bâtisse ma crédibilité dans ma nouvelle industrie, qui est une industrie qui se développe, qui est l'économie circulaire, puis c'est comme un autre univers.
Mais je te dirais, puis ça m'a donné beaucoup confiance. Ben oui. Parce que je partais pas... je partais avec un background partais pas puis de comme une zéro. expertise. Ouais. Mais tu sais, c'est comme un autre tracé. Fait que tu sais, je pense qu'il n'y a pas de tracé parfait. Moi, ça a été le mien, mais... Je pense que ça va aussi avec les niveaux de confiance. Il y a des gens qui vont dire hey, pas de problème, je vais apprendre sur le tas, puis je vais vivre tu sais, la capacité de prendre du risque aussi. Les deux sont corrects. Mais moi, avec un petit peu plus de retour, j'aurais dû faire plus de cours pour me spécialiser ou au moins avoir ces connaissances-là. Par exemple, comment fonctionne la structure d'une agence? Comment fonctionne l'engagement des employés? C'est quoi la rétention de ces gens-là? Comment on les valorise? Tu sais, tout ça, tu peux l'apprendre sur le tas. sur le tas, mais c'est rough. C'est rough. C'est rough parce que là, tu es confronté à des situations que tu n'as jamais vécues. Mais là, quand tu as appris ça à travers d'autres personnes, tu es beaucoup plus outillé, selon moi. Donc, ta technique, ça a été vraiment la meilleure, une des meilleures choses à faire, je crois. Tu apprends des meilleurs, puis après, tu l'appliques dans ton projet. Tu as un réseau de malades quand tu as démarré l'application. Puis, tu as pu aller chercher des anges investisseurs, justement, par rapport à ça. Donc, je veux dire, pourquoi pas? Puis, je te dirais que tu passes par le côté corpo ou que tu partes entrepreneur from scratch. Moi, une autre chose que j'ai découverte qui fait partie un peu du partage club, pas avoir peur de demander puis s'entourer, puis poser des questions. Souvent, des gens, moi, en tout cas, j'ai l'humilité rapidement de dire « Hey, ça, là, en fait, un entrepreneur, t'es jamais spécialiste de quelque chose, hein? T'es un généraliste. T'es un généraliste, puis t'es Yes. comme, OK, il faut faire ça, on va le faire. Faut laver ça, faut faire. Faut avoir des assurances. Mais des assurances, je connais pas ça. On va le faire. Ah, finalement, il faut que, genre, je design un espace ou genre, OK, il faut que je fasse de la production vidéo. Bon, on va l'apprendre. Puis tu sais, C'est t'es comme, ça. t'as pas peur, tu fonces. Mais rapidement, je pense que pour Ouais. aller plus vite en tant qu'entrepreneur, c'est de dire, OK, là-dessus, je suis pas bon, moi, les médias sociaux. Qui peut me faire un crash course de comment ça marche TikTok, genre? Tellement. Fait que t'écris quelqu'un qui est bien hot sur TikTok, puis souvent, les gens sont super valorisés de parler de leur industrie. Puis tu sais, tu leur dis, hey, t'es malade, tu peux-tu m'aider? Ouais. Puis un entrepreneur catch vraiment vite, je pense que c'est la rapidité d'apprendre. Fait que c'est comme de dire, OK, toi, comment tu fais ça tes vidéos? Comment tu fais ça tes reels? Moi, j'ai appris, là, j'étais comme, OK, il fallait que je up mon reel game. Là, j'étais comme, OK, c'est quoi ça, des reels, Ouais, genre? c'est ça, j'entends ça partout. Fait que là, j'étais comme, OK, je suis pas bonne en reel, OK? Je suis pas une influenceur. Comment j'apprends ça? Ouais. Puis de ça, aller cogner aux portes, d'aller voir les meilleurs, puis de leur dire, tu peux-tu me faire un crash course? Puis les gens, souvent, ils vont t'aider. Fait que de s'entourer, ça, c'est hot. C'est tellement drôle que tu me parles de ça parce que j'avais la même discussion avec Laurie tantôt, à savoir comment on peut scale mon compte. TikTok, j'ai 8000 abonnés, qui est correct pour mon podcast. Mais Instagram, 1200, c'est faisable. Mais tu sais, je vais aller chercher du 20 000, 30 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est d'aller voir les autres podcasts qui sont successful, tu sais, qui ont déjà du 30 000, 40 000, qui ont déjà du reach, puis qui ont réussi, puis c'est essentiellement le même contenu. Fait que je vais avoir une discussion avec cette personne-là, tu sais. Puis je vais demander, tu sais, est-ce que ça tente? Voici mon podcast, voici mon challenge, puis j'aimerais me rendre à ton niveau, tu sais. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire, tu sais? Mais oui. Tu sais, c'est justement Puis c'est justement, comme tu disais, ces gens-là, ils sont prêts à s'ouvrir. Et le podcast, je pense que c'est une bonne entrée, justement. C'est comme un bon insight pour apprendre à connaître à quelqu'un. Puis, Tellement. pourquoi pas aller chercher des contrats par la suite des choses. Il y en a plusieurs qui ont passé au podcast ici qui étaient intéressés à faire du contenu avec nous. Fait, parce qu'ils ont aimé la rétroaction, l'expérience et tout ça. Fait tu sais, c'est juste très humain comme connexion. On prend un café ensemble puis on discute. Mais j'aime l'approche que tu disais, là. C'est vraiment ça. Ouais, nous autres, on s'est entourés vraiment. Nous autres, on a créé aussi un comité aviseur. OK, qu'est-ce Qu'est-ce qu'un comité aviseur? Qu'est-ce que ça Oui. mange en hiver? Des fois, on parle de CA, fait que conseil ok. d'administration. Un conseil d'administration, quand on crée nos bénévoles, tu es obligé d'avoir un CA. Right. Surtout quand tu deviens une entreprise avec une structure financière, avec des investisseurs, tu es obligé d'avoir un CA. Fait que c'est des gens qui vont décider des grandes décisions de l'entreprise. Comité aviseur, c'est comme avant de te rendre à un CA. Fait qu'un comité aviseur, c'est des gens qui sont pas dans le day-to-day de la business, qui vont t'aider à prendre un prod de recul, qui vont te suivre. Ça peut être une fréquence une fois par mois, une fois de 4 mois. Des gens qui ont des expertises différentes, qui pensent pas comme toi, qui vont te donner des avis. Fait que toi, tu arrives en fait avec tes sujets brûlants dans la croissance de ton entreprise, puis tu te dis, yeah, ça, je me pose comme question ça, je me pose comme question ça. Tu essaies d'être le plus transparent pour qu'ils te donnent des bonnes réflexions, puis ils vont t'aviser. Fait qu'il y a une discussion qui se fait avec ces gens-là autour de la table, qui ont toutes des saveurs différentes, puis qui vont te dire, ben moi, je ferais ça, moi, je ferais ça. Toi, tu prends avec ça, puis c'est toi qui prends tes décisions. C'est pas eux qui prennent les décisions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un comité consultatif ou aviseur. Mais nous autres, c'est comme nos petits anges. Tu sais, c'est, admettons, ils nous aident à dire
tout ou A, j'ai vu une opportunité. Tu sais, à un moment donné, on était comme... C'est un point de vue un petit peu plus externe? Ouais. OK. Parce que, tu sais, 100%. quand que t'es comme... Ah ouais. C'est sur l'arbre, tu peux pas voir la forêt. Tu sais, toi, tu pourrais aviser quelqu'un qui a une autre balado ou quelque chose, une autre business en marketing, puis dire « Oh, mais t'as pas vu ça. Ça, la personne est trop proche de sa business. » Fait que J'aime ça. c'est vraiment... Je le recommande vraiment à chaque entreprise ou entrepreneur, tu sais, qui est en croissance. Des fois, ça peut être juste une ou deux personnes. Tu sais, quand tu commences puis t'es un entrepreneur tout seul, ça peut être genre une ou deux personnes. Ça peut être quelqu'un financier si t'es pas bon en finance. C'est vrai. Tu sais, tu vas chercher des choses que t'es pas bon, qui ont une lunette différente, puis tu bounces avec eux autres des idées quand tu as des questions. Puis honnêtement, moi, ça me rassure beaucoup. Oui, puis c'est très... Quand tu disais que quand on est dans notre entreprise, on a ça d'en face, puis on se met des lunettes ou des rideaux, puis on est brouillé par... On pense qu'on a la meilleure stratégie au monde, tu sais. Mais je pense que c'est de prendre le temps de discuter avec des gens qui ont des avis contre, qui trouvent des lacunes, puis même qui aiment peut-être même pas ton projet, puis qui disent pourquoi. Tu sais, mais qui amènent des commentaires instructifs et tout ça, là. Mais de pas trop s'entourer des yes men, tu sais, des gens qui sont juste qui acquiescent, là, des gens qui vont se challenger. C'est comme ça que tu peux scale puis level up, d'après moi. Puis ça, c'est juste une tâche de mettre son ego à part, right? Puis juste d'être ouvert à tout le monde. Faut choisir des gens, par exemple, bienveillants. Okay. Tu sais, j'irais, admettons, chercher des gens qui connectent avec tes valeurs. Right. Parce que se faire challenger, tu sais, comme quand tu es tu le sais, là, tu pars une entreprise, c'est un bébé idée, là. T'es déjà, c'est super insécurisant, tu mets tout ton cash là-dedans, tu veux pas non plus du monde qui bâche ton idée, non. Tu sais. Non, mais tu sais, t'es déjà comme genre, tu sais, c'est ton bébé mettons que Manon projet. Richard au souper de Noël, c'est sûr que moi j'ai parti une business en immobilier, genre, puis ça a foiré, pourquoi toi ça marcherait? Ok, je vais pas prendre son avis, là, tu sais, mais quelqu'un qui, tu te regardes un peu le background, mais oui. Tu sais, des coachs, mettons, des gens qui veulent que tu réussisses. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'ils viennent t'aider. Puis tu serais surpris la qualité des fois des gens que tu es capable d'aller chercher, qui peuvent être sur des comités aviseurs, tu sais, des gens que... Ouais. Moi, j'ai l'ancienne ministre de l'Environnement. Oh! Ouh! Wow, OK. Ouais, j'ai été chercher... Est-ce que ça a été difficile de reach out ces gens-là, justement? Ben non. Non, ça a été... On s'est LinkedIn. Qu'est-ce que tu disais? That's it, on s'est linké sur LinkedIn. On s'est linké sur LinkedIn. Puis quand tu vas chercher des gens qui ont les valeurs similaires puis qui comprennent ta mission puis ça les touche, tu sais, les gens sont quand même assez à l'aise d'embarquer. Puis, tu sais, comme si on le prend, mettons, quelqu'un qui sort de l'université puis qui veut partir son projet, tu sais, je dirais pas crée-toi un comité consultatif, mais ça peut être juste un 100%. coach. Ah ouais, 100%. Ou un mentor, en fait. Qui peut Un mentor, t'accompagner. exactement. On se rencontre aux 2 mois, je te parle de mes habitudes. Ça, j'aurais dû faire ça. Une autre chose que j'aurais dû faire pour m'aider, mais on apprend, tu sais. Ouais. Puis là, je suis bien entouré, puis j'ai des entrepreneurs qui me permettent justement de grandir, autant pour le mindset que pour technique, là, tu sais. Oui, j'avais une question pour toi. Il y a un terme qui est sorti l'année dernière, puis ces temps-ci, qui se nomme le quiet quitting. OK. Est-ce que tu sais c'est quoi? Bon. C'est-tu comme le Great Resignation? Raconte-moi, qu'est-ce que le quiet quitting? En tout cas, il y a différentes définitions, mais quiet quitting, de comment je l'ai vu, comment j'ai perçu, c'est quelqu'un qui a un contrat de travail dans une entreprise qui rentre à 9h, qui quitte à 5h. Il ne va pas plus faire d'heures que ça, parce que dans son contrat, c'est de 9 à 5. Donc, si tu as un collègue qui te demande de l'aide pour un contrat, excuse-moi, mais je payais de telle heure à telle heure, on va travailler demain là-dessus. Donc, met des guidelines là-dessus, mais en même temps, du point de vue de l'employeur, c'est que cet employé-là ne s'investit pas dans l'entreprise, n'est pas plus intéressé là, puis il est là pour l'argent. Fait que tu vois les deux camps, puis je pense qu'il y a des points positifs puis des points négatifs, mais j'aimerais juste savoir c'est quoi ta perception par rapport à ça, tu sais. Ben moi, je baigne dans le B Corp, dans la responsabilité d'entreprise. Je travaille avec des Chief Sustainability Officer, inclusivité, diversité. C'est vraiment comme... Ouais. Je suis vraiment dans cet écosystème-là. OK. Puis je pense qu'il y a eu une grosse pénurie de main-d'œuvre aussi récemment. Puis ça a le fait que, même quand j'étais chez Cossette, il y avait vraiment beaucoup de... Puis c'était toute l'industrie, là. Ah oui, elle est très affectée? Ouais, le chez roulement était Ben complètement fou. Mais partout, pas juste chez Cossette, là, Okay, vraiment c'était partout. Là, les ouais, gens... écoute, on formait des stagiaires, puis il n'y avait même pas 4 mois
qu'on se les faisait prendre, puis ils se faisaient donner 10 000 $ de plus. Puis tu sais, j'étais comme ça, même pas formés, on se les faisait prendre. Puis c'était vraiment intense. Fait que c'était difficile de retenir. Fait que le gros bout était vraiment auprès des employés. Okay. Puis il y avait beaucoup de demandes des employés. Puis c'est là qu'est arrivé aussi, tu sais, comme la demande d'avoir le 4 jours semaine au lieu du 5 jours, Oui. D'avoir une flexibilité, de faire le télétravail avait été démocratisé, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai lancé mon entreprise. Mm-hmm. Puis, tu sais, je suis une maman, je suis très progressiste dans mes idées, puis tout ça, mais ça reste que j'avais une entreprise qui n'était pas encore profitable, puis je burn du cash, tu sais. Fait que là, c'est de dire, puis tu sais, recruter des gens en technologie, ça coûte très cher aussi. Fait que j'ai beau avoir une belle mission, les gens, ils vont pas travailler pour des peanuts non plus. Fait que c'est sûr que après, c'est de comprendre puis d'engager selon nos valeurs. Puis, tu sais, moi, c'est d'avoir une discussion transparente. Je pense que c'est fini quand même l'époque que, genre, tu te donnes corps et âme à une entreprise, puis tu comptes pas tes heures, puis tout ça. Je pense que, surtout la génération Z qui arrive, ils se disent qu'ils veulent avoir une vie plus équilibrée, que la vie n'est pas juste le travail. Puis honnêtement, good. Ben, c'est tellement ça. C'est ça, puis c'est correct. Fait que je pense qu'il y a comme un retour de la balance. D'un autre côté, je pense que tu as un employeur qui... Tu sais, après, est-ce que c'est flexible pour toi? Est-ce que toi, en tant que boss, tu es flexible avec tes employés? Si tu es flexible, tu t'attends à ce que ton employé soit flexible. C'est une valeur, la flexibilité que vous avez des deux bords. Mais si toi, tu es comme, OK, ton lunch, c'est à midi, tu recommences à 1h, puis si tu commences à être micromanager, peut-être que ton employé va te dire, ben à 5, je punch out. Je pense que c'est d'avoir une discussion honnête de comment vous voulez, puis de mettre des règles. Puis une chose que j'ai appris aussi, puis ça, c'est pas par malveillance des employés. S'il n'y a pas de règles, les gens vont prendre du bord qu'ils veulent. S'il y a du flou-flou, là, comme ils vont prendre le flou qui leur arrange. Donc, exemple, tu sais, il y a des gens que, moi, ils savaient pas que les heures de lunch ou les heures de déplacement, ça faisait pas partie des heures de travail. OK. En fait, ils pensaient que ça faisait partie de leurs heures qu'ils travaillaient. Oui, que c'était payé, finalement. Oui, c'était payé. Okay. Fait qu'on me disait, ben, tu sais, si je vais au travail, ben, si je me déplace cette journée-là, je vais travailler moins d'heures. Puis j'étais comme, ben non, on te demande une journée semaine de venir travailler au bureau. Ça commence à 9 h. Si ça te prend 1 heure de te rendre au bureau, puis tu sais, comme, t'habites pas non plus à Chibougamau, t'es pas payé cette heure-là. Puis c'est pas par mal faire. Ces personnes-là sont nées dans le télétravail, sont arrivées sur le marché du travail, puis c'était de la maison. C'est ça. Fait que c'était pas malveillant, mais il a fallu que je mette des politiques en place pour expliquer aux gens que quand tu te déplaces, c'est pas payé. Hein? Mais c'est fou. Mais c'est pas fou parce qu'en fait, c'est flou pour eux. Oui, de notre point de vue, tu dis... Of course, t'es payé quand t'arrives à la job, mais c'est comme... Ouais, fait que oui, je comprends la perspective. Mais c'est ça, fait que je te dirais que ça, c'est vraiment... Moi, des fois, ça me frustrait. J'étais comme, je donne genre corps et âme à mes employés, puis là, comme... Puis là, après, en discutant avec des spécialistes RH, ils m'ont dit, c'est pas par malveillance. Quand il n'y a pas de flou, c'est pour ça que tu mets des politiques en place. Il faut mettre ça clair. Fait qu'il faut mettre des règles claires, en parler aussi avec les employés. Tu sais, si tu parles, admettons, t'es une gang de 10, puis t'es comme, voici les nouvelles règles, puis tout le monde dit comme, c'est de la merde. Ben là, tu dis comme, OK, si c'est de la merde, clairement, c'est peut-être pas en lien. Fait que comment qu'on revoit ensemble? Tu sais, il faut qu'il y ait une adéquation aussi avec la culture que tu mets en place, là, puis ça se discute aussi, là. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus technique, si t'es à l'aise, bien sûr, mais au niveau, chez Cossette, ton rôle, ton équipe, ça ressemble à quoi un peu la réalité de travailler en agence, là, c'est un Cossette, c'est reconnu, là, donc je te laisse développer là-dessus. Ben moi, j'avais le rôle, en fait, j'étais en charge d'une équipe pan-canadienne, donc bureau de Québec, Montréal, Vancouver et Toronto. Puis c'était une expertise en médias créatifs. Donc, j'avais une équipe environ de 30 à 40 personnes, là, ça le fluctuait. Wow. Ouais. Puis, ben, comment ça se passait? Dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment tu gérais tes projets, les clients, comment ça fonctionnait par rapport à ça? Nous, dans le fond, c'était pas nous qui étions le point de contact auprès des clients. C'était une autre équipe. Fait que nous, on était comme les créatifs, si on veut, qui prenaient les mandats puis qui les pensaient. Très cool. Fait que nous autres, on attribuait des équipes. J'avais des directeurs qui dirigeaient des équipes. Fait qu'on avait comme peut-être 2 niveaux hiérarchiques. Puis c'était vraiment... ils étaient attribués sur différents projets selon leurs compétences. On les faisait aussi tourner pour qu'ils travaillent sur différents clients pour que ça soit créatif. Puis on faisait des rencontres aussi pour que les équipes
puissent se parler entre différents bureaux. Ça, c'était une des missions, parce que des fois, quand on a des différents bureaux en termes de géographie, on se parle pas nécessairement. Fait que c'était le but aussi d'amener de la créativité puis que les gens puissent collaborer ensemble. OK, c'est très cool. Non, j'étais juste curieux de savoir un peu comment ça fonctionnait. Puis, tu sais, dans le fond, chez Cossette, tu as travaillé pendant combien de temps? Comme 2 ans, je crois? 2 ans, oui. 2 ans. J'aimerais juste revenir au sujet de, tu sais, dans le fond, du quiet quitting, mais tu sais, par rapport à ça, je pense qu'il y a différents profils de personnes. Ouais. Il y a des personnes qui vont aller chercher un travail par un intérêt, mais une job, c'est une job. Right? Ils vont aller chez eux, puis ils ont des projets personnels, ils ont d'autres choses à faire, ils ont une vie familiale. Puis ça, c'est vraiment plus dans le skill, ça les importe plus que le travail. Il y en a d'autres qui se valorisent dans les exploits qu'ils vont aller chercher dans le travail. Fait que entrepreneur, c'est un très bon exemple. Et ensuite, tu as l'entrepreneur aussi. Mais je pense que il n'y a pas de recette gagnante ou la meilleure recette, c'est pas un entrepreneur, c'est pas un entrepreneur, c'est un employé. C'est de voir, toi, c'est quoi qu'est-ce qui te passionne dans la vie, puis pourquoi tu veux suivre ce chemin-là. Ouais. Fait que pourquoi juste, tu sais, on est souvent influencé, dans le fond, ça revient à ça, là, mais on est influencé par les réseaux sociaux, de savoir, ben le succès, c'est faire plus d'argent. Plus tu fais d'argent, plus tu es successful, plus tu as des biens, plus tu sais, puis on est biaisé par la société de consommation. Puis tu en as parlé de décroissance tantôt. Puis je pense que la nouvelle génération s'intéresse de plus en plus à ça, à la décroissance. Puis c'est sûr, il faut que le coût de la vie suive. Les salaires, il faut qu'ils suivent en conséquence. Est-ce que c'est un changement sociétal qu'on doit s'attendre ou vraiment que c'est plus de la gestion personnelle financière là, pour continuer à vivre? Ben, je te challengerais là-dessus sur le succès, c'est le cash. Parce que ce que je vois, surtout quand on voit des familles, puis beaucoup de gens dans la trentaine faire des burn-out, tout le monde passe par différentes étapes. Je l'ai vécu, mais c'est très commun, en fait. Là, il y a la santé mentale, c'est vraiment un sujet. En plus, dans mon industrie, puis je pense que c'est pas juste dans mon industrie, je l'entends, je le vois. Je pense qu'à un moment donné, juste le bonheur, genre de rentrer travailler, puis de pas être anxieux le dimanche, ça te fait chier de rentrer le lundi, juste d'être heureux. Puis ce que j'entends, c'est que de sentir d'être reconnu de ses collègues, d'avoir du plaisir au travail, d'avoir une flexibilité aussi. Il y en a beaucoup qui sont prêts à être payés moins, mais d'avoir à travailler moins. Ça, je le vois beaucoup parce qu'ils veulent passer du temps avec leurs enfants. Puis il y en a aussi qui veulent avoir la flexibilité de pouvoir partir, faire le tour du monde, puis travailler dans leur van ou travailler. Fait que ça, c'est une flexibilité que les gens veulent, mais c'est pas nécessairement l'argent à tout prix. Fait que je te dirais ou de sentir que quand tu travailles, tu as de l'impact, sentir que tu contribues à quelque chose de plus grand que toi. Ça, c'est quelque chose aussi qui est comme du succès, de dire « Hey, je peux passer du temps à mettre mon jus de cerveau à faire bouger la société. » C'est genre, tu te sens comme super tout-puissant, là. Tu te sens tellement... Parce qu'il y a beaucoup de gens en quête de sens, que je le vois, ils commencent leur carrière, ils ont un job, font du cash, ils montent, puis là, à 30 ans, c'est comme... OK, mais ça sert à quoi tout ça, genre? Ben ça, c'est ma ligne de questionnement que je voulais t'amener parce qu'on tombe sur le sujet. Tu as suivi, tu as tes diplômes, tu as une carrière qui est successful, tu as un bon salaire, tu as une belle maison unifamiliale, tu as ta blonde, ton chum, tu as 2 enfants, un chien. Right? Tu as la belle piscine, tu as tout, là. Tout est parfait selon la société, tu as atteint l'utopie. Mais en tant qu'humain, en tant que toi, à l'intérieur, t'es pas aussi... T'es comme pas comblé, puis pourtant, tu devrais l'être, puis tu te poses des questions, right? Qu'est-ce qu'on conseille à ces gens-là? Puis je pense que ça vient au fait que le burn-out de la trentaine, c'est peut-être un amalgame de tous ces sentiments-là, tout ce stress-là, que finalement, je suis qui, moi? J'ai pas appris à me découvrir qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tu sais. Ouais, ben moi, c'est drôle parce que quand j'ai parti le Partage Club, j'avais économisé de l'argent dans ces belles années de carrière-là. Puis j'ai tout mis ces économies-là dans mon projet, en plus de pas me payer de salaire. Puis là, ça a été vraiment stressant économiquement. Tu sais, j'étais comme... Financièrement, j'étais genre, aïe, j'ai plus ma grosse job. C'est vrai. Je mets tout mon cash. Là, je paye quelqu'un. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais tu payes. Puis je paye du monde, des salaires, tu sais. Puis là, tu vois ton compte de banque descendre. Puis là, à partir de là, il s'est passé quelque chose de magique. Parce que ma relation à l'argent a complètement changé. Comment tu voyais? Ben pour moi, l'argent, c'était comme, ben, tu sais, il faut faire plus d'argent, puis il faut grandir pour comme avoir comme un chalet, avoir ci. Puis tu sais, c'est comme... Si tu t'es payé cher,
ben tu vaux plus. Fait que tu te valorises par ton salaire aussi. Exact. C'est comme, hey, je suis rendu là, je suis rendu dans compares. les 6 chiffres, puis ça va bien mes affaires, puis Ben ouais. je vais mettre dans mon CELI, puis c'est comme, derrière, ouais. je vais pouvoir m'acheter un triplex, puis là, c'est comme, je vais faire de l'investissement, t'as combien de portes, toi, puis là, ça jase de ça les dimanches. C'est bon. C'est genre, Oui. mais 100%. quand que j'ai investi dans ma business, je me suis rendu compte, OK, là, mon cash va servir à créer de la valeur. Ah ouais. Puis là, t'es comme, OK, c'est pas juste genre que je dépense, c'est comme là, les gens se transforment, je suis en train de créer une business, je bâtis. Puis c'est comme, c'est fou parce que dans le fond, moi, c'était juste comme, je veux juste en avoir un minimum pour survivre, mais je veux tout mettre dans mon projet parce que je veux que mon projet survive. Ouais. Je veux nourrir mon projet, puis là, tu sens que ça avance, puis là, c'est stressant, là, ça va pas bien. Puis là, finalement, comme des green lights, là, ça avance, c'est comme, OK, je remets du cash, puis c'est comme, ouais. puis là, finalement, l'argent est juste une façon d'accomplir quelque chose, puis je pense vraiment que des entrepreneurs sont pas là pour faire du cash. Je pense que les entrepreneurs, c'est des bâtisseurs. Puis c'est comme, ce qui les fait triper, c'est de bâtir une équipe, c'est d'avoir de l'impact, c'est de voir que ce que tu fais, ça marche, puis Fait que, Tellement. parce que je vois des entrepreneurs qui sont des anges financiers, Mhm. qui ont fait leur cash, ils ont vendu leur business. C'est ça. Ils remettent leur cash dans des business, puis ils rebâtissent des fonds. Parce Oui, que, puis on pourrait se dire pourquoi? ben, t'es comme, hey, t'as de l'argent Right. jusqu'à la fin de tes Va jours. vivre à tu peux aller Cuba au au Mexique, Bahamas. là, Ouais. vas-y, là, tu sais. Non. Ils se couchent encore à 1h du matin. Ça, c'est vraiment Puis ils impressionnant. sont stressés, puis ils veulent bâtir encore, tu sais, comme un entrepreneur est un bâtisseur, puis il veut amener de la valeur. Fait que Ouais, pour moi, ça. l'argent, c'est un véhicule, c'est pas une fin. Tellement. Puis ça, c'est hot parce que c'est libérateur. Ouais. Tu te rends compte que t'as pas besoin de T'es beaucoup plus d'argent. attaché à Non, ton pour chèque être de paye. heureux. Tu sais, puis je pense que c'est sûr que là, faut que tu sois rendu à un point que tu es capable de payer ton coût de vie, là, évidemment. Mais Ouais, tu sais, ouais. là, on parle pour les gens qui sont bien puis qui sont rendus, qui ont accepté, là, qui sont rendus stables avec leur argent, puis leur rentrée d'argent, mais qui manquent de meaning dans leur vie. Fait que c'est découvrir ta personne, puis tu sais, on peut dire, ben ça c'est un bon exemple. Tu sais, les gens qui prennent leur retraite ou qui attendent la retraite puis qui comptent les jours qui restent, tu vas pas être plus heureux rendu à 65 ans. Tu vas faire 2-3 voyages à Cuba avec Ginette, là, puis tu vas être tanné parce que t'as pas de projet à part. Parce que tu pensais que c'était voyager puis prendre des drinks sur une barre du resort. Tu sais, ça va plus que ça. Puis il y en a beaucoup, justement, qui prennent leur retraite. Ben, ils reviennent travailler parce que ils s'ennuient. Mais c'est d'avoir des projets, je crois, à l'externe de ça. Ou si ton projet, c'est l'entreprise, tant mieux. Mais c'est c'est quoi ton impact par rapport à ça? Ça peut pas être juste, je veux faire de l'argent. Parce que ton projet ne va pas fonctionner si c'est juste basé sur make money. Donc, c'est vraiment le why. Ça revient à ça. Ouais. C'est quoi ton why? T'es qui toi? Puis comment tu veux développer ça? Fait que non, c'est intéressant. J'avais une coach qui me disait, pense pas à ça va être quoi ton travail, pense à genre, où est-ce que tu as le goût de contribuer? Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ta contribution, tu sais, comme qu'est-ce qui te fait triper, toi. Puis honnêtement, quand tu commences à contribuer dans quelque chose qui te fait plaisir, tu finis par trouver une façon financière souvent pour pouvoir en vivre, tu sais, de vivre de quelque chose. Puis je pense qu'il faut se détacher de comme des chiffres puis tout ça. Puis en tout cas, moi, ce qui me rend heureuse, puis je parle pour moi, mais c'est de prendre une bonne bouteille de vin autour d'un feu avec des amis puis aller faire du ski de fond, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... en tout cas, j'ai pas besoin... les vrais petits bonheurs, là, passer du temps avec mes enfants. Je sais pas, c'est quoi, toi, qui te rend heureux? J'ai pas d'enfant. Mais ce qui me rend heureux, moi, le bureau, c'est comme ma deuxième famille. Pour vrai, genre, que je vienne travailler un dimanche ou un lundi ou un mardi, c'est la même journée pour moi. Faire des podcasts, là, pour vrai, c'est pas du travail, évidemment. Du montage, c'est sûr que j'ai des tâches qui sont moins fun que d'autres, mais c'est tellement passionnant que je me verrais pas faire d'autres choses parce que c'est sûr que c'est mon bébé. Moi, je le vois comme mon bébé. C'est mon entreprise, puis je veux la faire croître, puis aller impliquer plus de gens possible dans mon entreprise, que ce soit des sous-traitants, des employés. Mais, tu sais, qu'il y ait sensiblement des tendances entrepreneuriales qui soient aussi motivées que moi à développer le projet, c'est ça qui me fait vibrer. Puis, quand on travaille pas ou qu'on est en break, ça, c'est peut-être un petit problème là, où on prend du temps pour nous. Le petit hamster, il roule tout le temps. Qu'est-ce que je peux amener? Comment je peux l'amener? Comment je peux faire croître telle chose? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour tel problème? Fait que ça serait ça, tu sais. Puis de plus en plus, dans les dernières années, je prends plus de temps avec ma famille. Fait que ça, c'était plus une lacune pour moi que je m'isolais vraiment dans mon projet. Puis c'est quand tu commences à réaliser ça que tu
anti-isolant, c'est pas une bonne idée. Tu penses que s'il faut que juste là-dedans, je vais faire plus d'argent ou faire... Mais finalement, c'est le contraire. C'est en faisant des podcasts, en faisant du networking, en prenant du temps avec des gens alentour de toi. T'sais. Fait que mes grands-parents, c'est un bon exemple. Ma mère, mon père aussi. Juste prendre du temps, c'est des humains. Là, c'est ta famille. Puis même chose avec les amis, right? Fait que ça ressemble à ça. Cool. Ouais. Fait que c'est ça qui me passionne dans la vie. Puis je pense que c'est de trouver son why qui peut être difficile. Mais pour les jeunes qui nous écoutent, ça serait justement ça. Si vous vous cherchez dans la vie, ben, allez, un truc vraiment banal, là, mais allez découvrir, mettons que vous êtes intéressé par le domaine immobilier, allez voir des investisseurs immobiliers sur LinkedIn, qui sont ouverts, qui ont une certaine présence sur le web. Envoyez un message. Écoute, je suis étudiant au cégep, puis j'aime ce que tu fais. Ça tenterait-tu d'aller prendre un café ensemble juste pour jaser? Puis, si tu as besoin de l'aide, j'aimerais ça te suivre pendant une journée, puis juste en apprendre plus sur ton domaine. Oui, donner du temps. Pourquoi pas? Tu sais, je vais t'apporter ton café, je vais tenir ton sac d'équipement juste pour le fun. Mais là, tu vas pouvoir vivre concrètement c'est quoi. Puis, tu sais pas, mais c'est dans des expériences de même que c'est là que tu vas pouvoir développer des opportunités. Cette personne-là va dire, écoute, c'est vraiment nice ce que tu fais avec moi aujourd'hui. Ça te tente-tu, genre, travailler avec moi, tu sais, faire un internship, whatever, un internship. Fait que c'est dans des moments de même que tu dis, crime, c'était même pas ça l'idée initiale, mais j'ai reçu des choses indirectement, des opportunités indirectement. Fait que, bref, c'est ça que j'avais à dire. Fait que c'est vraiment nice. J'avais 2 dernières questions à te poser aujourd'hui pour toi, Fauve. La première étant, on en a parlé au début, la première question, que c'était le conseil qu'on aimerait donner. Puis je viens de le donner aussi. Toi, ça serait quoi le conseil, avec le point de vue de l'entrevue qu'on a eu ensemble, le conseil que tu donnerais à une jeune entrepreneur qui se découvre dans la vie, qui a gradué, on va mettre en contexte, là, qui a gradué le secondaire, qui va commencer le cégep, mais qui cherche, là, qui a peut-être des tendances entrepreneuriales, mais qui veut découvrir un peu ses passions. Ça serait quoi ton conseil par rapport à ça? Moi, je dirais d'essayer de finir ses études le plus possible. OK. Je pense que c'est important parce que pourquoi? C'est que ça va donner toujours une sécurité que si ton projet entrepreneurial ne marche pas, il y a un plan B. Puis confiance, le parachute est extraordinaire parce que sûrement tu n'en auras pas besoin. Mais de savoir que tu as un petit peu d'argent de côté, savoir que tu as un diplôme, savoir qu'il y a un plan B, ça te donne de la drive pour aller à fond dans ton projet. Fait que c'est plus d'avoir comme cette sécurité-là parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même important les études. De le faire si la personne voulait finir ses études. Fait que finir son secondaire, minimum. Oui, c'est le premier step. Oui, c'est le premier step. Ça, c'est 100%. Ensuite, d'essayer de comme faire son plan d'affaires puis de le concrétiser. OK. Un plan d'affaires dès le début, OK, ça, c'est un... Ben, de dire, ben ça dépend si tu veux faire une business. Si c'est une idée, un projet pour le fun, qui n'est pas un but lucratif, on parle-tu de business? Parce que, tu sais, si tu veux faire une business puis d'en vivre, faut que ça se tienne financièrement, là, tu sais, c'est pas genre juste de l'argent. Fait qu'il faut que tu fasses, tu sais, avant même de développer 100%. Une idée, si économiquement ça marche pas, tu vas mettre beaucoup d'énergie. Si c'est un projet pour le fun, tu fais une balado, mais que c'est comme un plaisir, c'est pas un projet entrepreneurial, c'est 100%. Juste comme une passion. Mais le but, c'est de bâtir une business solide avec une structure puis des investissements. Tu as besoin d'un plan d'affaires, justement. Là, faut que ça se tienne. T'sais, si ça se tient pas, parce que même ce qui est écrit sur le papier, même si ça se tient sur papier, chances are que sur le terrain, ça va y avoir d'autres travail à faire. Ça va changer. Mais il faut qu'il y ait une structure. Puis quand tu te mets un plan, ben souvent avec des objectifs, juste le fait de l'écrire, souvent tu les atteins. Si tu n'en mets pas, tu sais pas où tu t'en vas. Puis ça, je trouve que c'est super important de dire cette année, qu'est-ce que je veux faire avec ce plan-là? C'est quoi mes objectifs? 1 ou 2 objectifs. Puis de les écrire. Ça aide beaucoup à avoir de la vision. Et aussi, je dirais de valider. Toujours valider. Puis on utilise en technologie le MVP, le Minimum Viable Product, mais ça peut être utile pour plein d'industries. C'est quoi l'affaire? Ça, mettons, tu veux faire un savon, tu veux, je sais pas moi, partir une agence, un service, whatever. Qu'est-ce qui prend le moins d'énergie? Puis tu peux aller le vendre ou tu peux aller le présenter puis que les gens disent « c'est malade ». Comme le moins d'efforts, puis à chaque milestone, avec le moins d'efforts, le moins d'énergie, le moins de cash, aller valider. Ça va te permettre de te rendre... Puis de pas t'attacher à tes idées. Tu sais, mettons, tu peux avoir une vision, puis tu penses que ça va prendre A, B, C pour te rendre, puis sûrement, ça va être Z, W, X, Y pour te rendre, de pas être OK, il faut que ça soit comme ça, parce que tu te rends compte que sur le terrain, finalement, c'est pas ça qui marchait, mais il faut que tu saches où tu veux aller.
mais de pas t'attacher au comment t'y Ouais. rendre. Ben, tu sais, le plan d'affaires, moi, j'ai une vision différente, tu vois. Pour les gens qui se commencent, si c'est ta première business, ton premier projet, puis tu veux juste partir de l'entrepreneuriat, ce que je conseille de faire, c'est le BMC, Business Model Canvas. Il y a un one-pager, bon, ta clientèle, ta vision, tes valeurs, objectifs. Ouais. Parce que j'allais fait l'expérience, moi aussi, de partir mon plan d'affaires au début, de faire le 24 pages, puis finalement, par exemple, ce que je voulais, au début, c'était une marque de vêtements que je voulais faire. Fait que j'ai fait un plan d'affaires par rapport à ça. Finalement, j'ai pas la créativité pour faire des designs, mais ça, je l'ai découvert en le faisant, tu sais. Ouais. Fait que j'ai switché un peu. Fait C'est que, bon. ouais, mais tu sais, j'ai appris en le faisant, mais tu sais, j'avais développé un plan d'affaires assez détaillé. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai switché ça, puis c'était des services d'impression pour les marques de vêtements. Ouais. Right? Fait que là, OK, ben mon produit a changé, mes services ont changé. Puis là, fait que, tu sais, c'est beaucoup de va-et-vient quand tu te commences. Mais si j'avais eu besoin d'aller chercher de l'investissement, clairement qu'un plan d'affaires, c'est essentiel. Mais Il faut que tu vois si tu es capable d'être profitable. Non? oui, exact. Fait que tu sais, si tu fais des projections dans ton plan d'affaires, mais que les ventes n'ont pas déjà commencé à rentrer ou tu peux pas te baser sur une entreprise qui a déjà fait dans le passé, tu sais, fait que d'après moi, je le vois de même, là, en fait. Pour un jeune entrepreneur, du moins. Mais un plan d'affaires, clairement, faut que ça. Quand tu es solide et que tu veux bâtir quelque chose que tu vois qui va être une réussite, tu commences par là. T'entourer des personnes, Ouais, ça fait aller du chercher sens. des ressources. Rester équilibré. Ouais. C'est un marathon, l'entrepreneuriat, c'est pas Ouais. un sprint. Faut rester, faut dormir. C'est niaiseux, mais des fois, on oublie juste les... Tu sais, moi, j'ai une amie entrepreneur, puis elle dit, je suis rentrée, genre, chez le médecin, puis je m'occupais pas de mes besoins primaires. Genre, je mangeais plus, je buvais plus d'eau, je dormais pas, La puis j'allais pas demandait. faire pipi dans la journée. Ça Oh m'a dit, boy. genre... Non, mais tu sais, genre, je te dis ça, puis je suis sûre que toi, c'est arrivé des journées que t'as pas mangé, t'as pas fait pipi, puis 100%. t'as pas dormi. Yep. Fait que toi aussi. Fait que c'est niaiseux, mais genre, la pyramide de Maslow, là, genre... Parce qu'à un moment donné, tu vas tomber. Ben, c'est parce que ton corps, c'est une machine, right? Fait que si tu l'écoutes pas, tu penses, c'est comme par acquis, puis là, tu priorises tes tâches dans ta journée, mais il faut que tu ailles aux toilettes, il faut que tu prennes une pause, boire de l'eau. Ouais. Fait que ça, j'aime ça. Tu sais, buvez de l'eau, guys, c'est très important. C'est bon pour le corps. Un juice cleanse aussi, là, des fois. Faire du sport, Hey, on oublie, tellement. on arrête d'en faire à un moment donné quand on est entrepreneur. Faut rester groundé parce que it's a long run. Ouais. Puis connecter avec les gens aussi. Tu sais, l'isolement, ça, c'est un gros problème pendant la pandémie, ça a été ça. Puis d'être confronté à l'isolement, moi, ce que j'ai fait, c'est de partir le podcast. Ça m'a permis de connecter avec des gens. Fait que de trouver des solutions comme ça, tu sais, puis ça t'amène des opportunités, ça t'amène un réseau incroyable aussi. Là, je veux dire, wow! Je veux dire, les gens qui vont pouvoir t'aider puis te recommander pour whatever. Fait que merci pour ton conseil. Et puis j'ai un autre conseil Vas-y fort. en bonus. OK, ça le Mais tout le monde le dit tout le temps, mais c'est tellement vrai. La résilience. Ouais. Que t'as souvent genre 9 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle. Puis c'est ceux qui lâchent pas qui finissent par percer. C'est tough, l'entrepreneuriat. Ma mère, elle me dit tout le temps, si ça serait facile, tout le monde le ferait. C'est vrai, on l'entend souvent, mais c'est vrai. Ouais, c'est vraiment tough. Tu peux passer genre 3 mois, il n'y a pas de vente qui se passe. C'est comme tough. Puis là, t'es comme, pourquoi? Puis là, t'es comme, tu lâches pas. Puis la monnaie, là! Très bonne question. Ben, Colin, j'avais une autre question, mais celle-là est bonne. Ton opinion, est-ce que tu penses que les entrepreneurs sont nés ou ils deviennent? Très bonne question. Parce que ça revient avec la résilience. Ton niveau de risque, à quel point tu es capable d'en take? J'aurais envie de dire, tu sais, que tout le monde peut apprendre puis tout le monde peut être qui veut. Ouais. Mais fondamentalement, à l'intérieur de moi, je pense que des gens, ça vient avec des types de personnalités quand même. Tu sais, genre ceux qui lâchent pas, les tenaces, ça vient avec la capacité à pas avoir peur de cogner n'importe. Tu sais, comme, tu sais, les gens qui ont peur de demander ou qui tu sais, qui... Ouais. Sérieusement, genre, vous allez vous dénaturer à être entrepreneur. Tellement. Ou, genre, vous devez vous trouver un partner qui va faire ça puis qui va vous compléter. Je pense que tu peux être, comme co-founder puis genre, tu sais, comme si t'as pas tout 100%. Ça. Mais tu sais, la ténacité, la prise de risque, c'est vraiment insécurisant, là, tu sais. Puis il faut comme être bien parce que sinon, encore une fois, la santé mentale. Mais sinon, s'il n'y a pas toutes ces clés-là, c'est de s'entourer, d'avoir un partner qui peut le faire. Fait que là, ça pourrait fonctionner. Mais si t'es solopreneur, je pense quand même qu'il y a des traits de personnalité importants. Tu as un gros travail personnel à faire. Puis il faut que tu aimes à un certain point les montagnes russes. Je vois ça surtout. Là, tu peux avoir un gros hype, le lendemain, écoute, tu as perdu deux clients, genre, out of nowhere. Donc, c'est des choses qui arrivent. Dernière question pour toi. Est-ce que tu es une grande lectrice?
Je suis plus audiobook. Parfait. Ben, c'est correct, ça t'adapte bien à ma question. Un livre qui t'a le plus impacté en 2023? Un livre qui m'a le plus impacté en 2023. Mon Dieu, c'est vraiment une bonne question. Ben là, je l'ai pas fini encore, mais j'ai commencé en 2023, puis c'est Les Animaux. Je pourrais t'envoyer le nom officiel, mais c'est une révolution qu'on pense qui s'en vient, avec toute notre éveil au niveau éducatif sur les changements climatiques. La relation par rapport à nous, les animaux, c'est des êtres vivants, puis on les a beaucoup exploités, comme si on avait une hiérarchie qu'on était supérieur aux animaux. Puis c'est de plus en plus des documentaires sur la maltraitance qui est faite au niveau des animaux. Puis tu sais, ils passent à travers toutes les religions, mettons, puis les différentes sociétés, tu sais, les Autochtones, eux autres, on est égal aux animaux. Ils sont aussi importants que nous. Fait que, tu sais, quand on bâtit une ville, puis qu'on enlève des arbres, puis que les oiseaux, ils peuvent plus vivre, tu sais. Moi, ça a commencé à me faire ça. Tu sais, je revenais de Saguenay, j'étais arrivée en ville, pour la première fois, j'ai fait « Qu'est-ce qu'on a fait? » Mais ça m'avait jamais fait ça de ma vie. Là, j'étais comme « On est qui, nous? » Pour se sentir supérieur. Puis je pense qu'éventuellement, ça sera pas juste au niveau animal, ça va être au niveau aussi végétal. De dire comme, pourquoi nous, c'est le vivant, là. Fait que, puis ça m'a beaucoup inspiré, puis là, je vais dans la culture pop, là, mais c'est genre Avatar, les derniers Avatar. Moi, c'est surtout ça? C'est vrai? C'est connecté un peu à ça, puis genre, moi, ça m'a résonné parce que je lisais ce livre-là sur la place des animaux, puis notre relation aux animaux, puis tu sais, est-ce que les animaux ont mal? Est-ce que, genre, les plantes ont mal? Tu sais, comme, puis eux autres, ils ont mal, pourquoi que les autres peuvent avoir mal? Puis nous, tu sais, il y a comme tout un côté de respect et un éveil par rapport à ça. Fait que je t'enverrai le nom exact. Là, c'est un livre québécois, mais ça me fait beaucoup réfléchir et je me transforme dans mon projet. Ben, tu sais, Avatar, je pense que c'est une belle représentation de la société, dans le fond, comme un peu capitaliste avec l'armée, tu sais, la structure, un peu la ville. Puis Avatar, qui est clairement comme les Autochtones, ou ça peut être aussi un peu l'aspect colonial de tout ça. Ça leur fait mal quand ils détruisent les forêts, tu sais. Exact. Littéralement, ils ont mal parce qu'ils sont connectés avec les animaux, avec les plantes. Fait que, on va apprendre d'Avatar. C'est tellement des beaux films aussi, là. C'est incroyable. Mini question, où est-ce qu'on peut te contacter, Fauve? On peut me contacter au fauve@commercialpartage.club. On peut nous suivre aussi, l'entreprise Partage Club, sur Instagram, sur Facebook. Faut qu'on soit sur TikTok là, de plus en plus. Là, bientôt, il faut les capsules. Les capsules, ça va être pour partir votre compte TikTok. Je pense que ça serait la meilleure idée. Là. C'est bon. Fait que, merci encore. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.